Euh, je ne sais pas si on peut évoquer aussi la question, le débat avec Aragon dont on a parlé, que Claude Lemanchec a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment un point noir, en tout cas dans l'histoire de la résistance et dans l'histoire de cette période. Comment est-ce que des personnages comme elle, qui ne cadraient pas finalement avec ce qu'on pouvait espérer de comment dire, une sorte de résistant modèle ou de combattant modèle, comment ces personnages ont été écartés, évacués. La polémique avec Aragon, je vais en dire deux mots et Claude Lemanchec rebondira là-dessus. Quand Aragon a eu connaissance de l'écriture, de la parution de ce texte sur l'inspiration occitane dans les Cahiers du Sud, qui est un texte qui pointe finalement la destruction de ce qu'aurait pu être une grande civilisation méditerranéenne, civilisation d'oc, civilisation détruite par les croisés d'Occident, comme on peut les appeler, et finalement par une sorte d'idée nationale de la France. La France ne se voulait pas diviser, donc il fallait écraser ce qu'aurait pu devenir cette civilisation méditerranéenne. Quand Aragon apprend que Simone Veil va écrire dessus, il s'insurgera en disant qu'il n'est pas question de toucher à l'unité de la France. Parce qu'on est en train de se battre contre les nazis et que l'unité de la France, c'est sacré, c'est quelque chose d'inébranlable, de sorte d'universalité comme ça d'un territoire, ce qui n'est absolument pas le cas. Il condamnera ce texte au nom d'un nationalisme comme ça qui est vraiment, je trouve, très mal placé, surtout à ce moment-là, et qui finalement, comment dire, des dizaines d'années plus tard, prend des formes très étranges, je dirais même aujourd'hui, sur notre société. Comment est-ce qu'on a pu, au nom d'une idée nationale, évacuer des voix de côté, des voix de la marge, comme celle de Simone Veil. Mais je laisse à Claude le soin de Oui. discuter un peu plus cette polémique avec Aragon. Quand j'ai trouvé ce texte d'Aragon et la réponse que Simone Veil a écrite, j'ai été frappé par le ton presque martial d'Aragon. Il laisse peu d'ouverture. Il n'y a pas eu vraiment de débat. Et surtout, il ne l'avait pas lu, en fait. On lui avait dit que... Il a entendu parler de sa Alors, parution. ce qui est très... Je pense qu'il y a aussi il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé autour de l'équipe des Cahiers du Sud. Et je pense que Simone s'agrège à cette équipe des Cahiers du Sud. Elle s'y sent à l'aise très vite, en fait. Il faut dire un mot là-dessus, en fait. Elle trouve à Marseille ce groupe d'intellectuels et d'écrivains et de poètes qu'elle n'avait peut-être pas trouvé à Paris, enfin en tout cas ouvert à ses idées. Et je pense que la réponse d'Aragon est à lire aussi en fonction de cette peut-être surdité parisienne, dans ce contexte bien précis. On est encore au début de la guerre, hein, je pense. Elle trouve dans l'équipe des Cahiers du Sud une écoute, un écho, une compréhension, un appui. D'ailleurs, il y a des textes qui sont pleins d'anecdotes très, très, très intéressantes où on la voit assise, silencieuse, écoutant les débats, réfléchissant à la programmation des prochains numéros. Et elle s'implique totalement, en fait, dans ces deux numéros et surtout celui sur l'Occitanie, qui est en fait un numéro qui va être en gestation très tôt en fait. Hein.
le groupe des Cahiers du Sud l'a en projet, le construit, y réfléchit beaucoup et à un moment demande à Simone Veil sa contribution. Cette contribution est bien sûr discutée. On a des lettres qui montrent que on lui a, voilà, il y a eu des échos très favorables. D'où en fait les deux textes, en fait, ces deux textes qui viennent se compléter l'un l'autre pour fournir aux rédacteurs des Cahiers du Sud un numéro pour enrichir ce numéro des Cahiers du Sud, qui a d'ailleurs été un événement en fait éditorial important, dont la qualité a été soulignée par quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est Joé Bousquet. Voilà. Et si vous regardez bien, dans le texte sur pour moi, les deux les textes là se répondent, ils ne se superposent pas complètement, ils se répondent, ils sont un petit peu décalés l'un par rapport à l'autre. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que au début du texte sur l'Iliade, elle fait une allusion à Craonne et au chemin des dames. Et donc, au moment où Joé Bousquet a été blessé pendant la Première Guerre mondiale, vous savez que cette blessure est ce qui le laissera paralysé tout le restant de sa vie. Et cette blessure de Joé Bousquet, cette façon sera un peu, je pense, au cœur des préoccupations de Simone Veil. Elle y pense en tout cas quand elle rédige ses textes. Elle pense à cette question voilà, l'enchaînement entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que c'est vraiment au cœur de ses préoccupations. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les deux textes ont un statut, bon, même s'ils convergent dans cette idée de la cible, c'est-à-dire la force brutale, ils ont un statut assez différent, puisque l'Iliade, c'est finalement un texte qu'elle porte depuis ses études normaliennes, d'helléniste hors pair, enfin l'helléniste hors pair qu'elle était. Elle retraduit le texte, elle va le retravailler. Elle commence à écrire sur l'Iliade dans les années, enfin en 37, je crois, et le texte n'aboutit qu'en 40, donc 3 années plus tard. Il va être refusé par la Nouvelle Revue Française, par Jean Paulhan, qui n'en voudra pas parce qu'il trouve la fin trop déplacée, disait-il, je crois. Enfin, je ne sais pas quel terme il emploie. C'est vrai que la fin de ce texte est très étrange. Enfin, je reviens à ce que j'avais évoqué tout à l'heure, cette haine. Enfin, bon, le mot est peut-être un peu fort, mais disons cette violence de Simone à l'égard de l'Ancien Testament, où elle finit ce texte sur l'Iliade en disant qu'elle a trouvé là ce qui va pouvoir faire tomber l'Ancien Testament de son piédestal. C'est un peu son... On ne sait pas trop pourquoi, et Paulhan s'était opposé à ça, avait refusé le texte sur ce point final. Mais donc le texte sur l'Iliade, c'est un texte qu'elle porte pendant plusieurs années et qui est extrêmement ciselé, extrêmement travaillé, repris au cours de ces différentes pérégrinations. L'ensemble sur l'Occitanie a quelque chose d'une fulgurance. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle arrive à Marseille, je crois qu'elle ne connaît pas du tout ce domaine. Elle rencontre, disons, cette thématique à travers ses rencontres et ses discussions avec les gens des Cahiers du Sud, jusqu'à la rencontre avec Bousquet, qui est une rencontre quasiment surréaliste, c'est-à-dire que quand elle prend conscience de l'importance de cette notion d'Occitanie, quand elle prend conscience de l'importance de cette chanson de la croisade contre les Albigeois, et que, enfin, elle décide que finalement l'interlocuteur, le premier interlocuteur de ce débat, c'est Jo Bousquet, qui est à Carcassonne sur son lit, qui ne peut pas bouger, et donc elle décide de se rendre immédiatement à Carcassonne, où elle arrive, je crois, plus qu'à la tombée de la nuit, je crois qu'elle arrive vers 9-10 heures du soir, et elle va passer la nuit entière à discuter avec Bousquet. Elle finira en dormant, je crois, par terre, sur le seuil de la maison de Bousquet. Puis ils vont échanger un certain nombre de lettres à partir de là. Ils se promettent de se revoir et ils ne se reverront jamais. Ils se seront vus qu'une fois, qu'une nuit,
une nuit, enfin, une sorte de nuit magique comme ça, où Simone s'imprègne de cette thématique de l'Occitanie, de cette thématique qu'elle qu'elle découvre comme un pendant de ce qu'a pu être l'Iliade pour elle, enfin l'Iliade qui l'a accompagnée pendant toutes ses études, se dédouble finalement à travers la croisade contre les Albigeois, à ce moment précis de sa rencontre avec Bousquet, avec les gens des Cahiers du Sud. Je voudrais ajouter à ça le fait que Bousquet est non seulement un grand écrivain, un grand poète, mais aussi quelqu'un qui a fraternisé avec Max Ernst. C'est-à-dire, en fait, avec quelqu'un qu'il avait combattu. Ils étaient l'un en face de l'autre, quasiment sur le champ de bataille. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'elle a discuté avec Bousquet de... Enfin, son texte sur l'Occitanie est un point de convergence de toutes ses préoccupations, et on en revient à la question de la force à un moment ou à un autre. On en reparlera tout à l'heure. C'est un mot qui n'est pas si évident que ça, en réalité. Amitié fraternelle qu'on retrouve dans la correspondance avec son frère et ses parents, où on découvre une Simone Veil très étonnante, enfin pas très étonnante finalement, on peut supposer que c'est étonnant, mais en fait ça ne l'est pas, une Simone Veil d'une extrêmement joyeuse, extrêmement espiègle, extrêmement drôle, mélangeant les langues, utilisant l'argot, jouant avec les mots, étant toujours sur le qui-vive d'un jeu de mots possible. C'est très très étonnant quand on voit la rigueur avec laquelle elle peut se plonger dans la traduction de l'Iliade, et à quel point elle est jusqu'à ses derniers jours, les dernières lettres qu'elle envoie de Londres à ses parents sont encore des lettres empreintes de cet humour je trouve très fort, très important, disons, dans son œuvre. Et c'est à se demander si finalement, mais ça c'est une interprétation totalement farfelue, comme il m'arrive de l'être, si cet humour finalement n'accompagne pas tout ce qu'a pu être ses engagements et ses démarches. Je sais que dans les correspondances, il y a des lettres en particulier sur son engagement en usine, où elle décide d'aller à l'usine et pas mettre de chaussettes parce qu'elle pense que les ouvriers peuvent pas avoir de chaussettes. Et en fait, elle est la seule à ne pas porter de chaussettes. Les ouvriers de l'usine où elle travaille se font, essayent, dans la mesure du possible, de porter des chaussettes dans leurs chaussures. Mais elle, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de ses décisions et de ses choix, quitte à les transformer en, non pas quelque chose de grotesque, mais quelque chose de, j'arrive pas à trouver le mot, mais enfin quelque chose comme ça, de décalé par rapport à... Voilà, oui, c'est un ascétisme à l'extrême, oui, vous avez raison, c'est cette dimension-là. Et c'est vrai qu'on peut employer le terme d'ascétisme à l'extrême, mais quand on lit la correspondance qui correspond à cette période, on a l'impression que finalement tout ça est aussi vécu et fait, et agi avec une dimension où on sent qu'elle n'est jamais dupe d'elle-même, elle n'est jamais dupe de cet ascétisme qu'elle s'impose. Voilà. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces de Simone Veil. C'est pour ça que moi, qui suis un fervent lecteur de l'Ancien Testament, je continue d'accepter de la lire, parce que je crois que même là-dessus, quand elle dit que les cathares et l'Iliade lui permettent de mettre à bas l'Ancien Testament, elle garde une dimension ironique dans sa démarche. Et je crois que même si ce n'est pas forcément apparent, il y a une extraordinaire force ironique dans les carnets, dans l'ensemble de son œuvre.